Derrière tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient se cache une vérité fondamentale, une vérité qui explique pourquoi les choses en sont là. En décrivant les développements récents dans l'épisode d'aujourd'hui, vous le verrez clairement vous aussi. En ce moment, toute l'attention est littéralement portée sur le détroit d'Ormuz, mais nous y sommes aussi au sens figuré. Nous naviguons dans un passage étroit entre ce qui a été accompli avant le cessez-le-feu et ce que nous espérons encore accomplir. D'un côté se trouve l'énorme potentiel créé par les succès militaires des dernières semaines. De l'autre côté se trouve la réalité de ceux à qui nous avons affaire et l'incertitude de ce qui va suivre. Deux analystes que j'ai interviewés cette semaine dans mon émission en hébreu sur la radio Galay Israël décrivent le mieux la situation. Deux personnes que j'ai déjà citées et interviewées ici dans le podcast, et toutes deux ont une vision intéressante, bien que diamétralement opposée, des événements en cours. Le premier est Moshe Ashkenazi. Moshe dresse un tableau, celui d'un régime en Iran qui est vidé de l'intérieur, affaibli et dont le temps est compté. À son avis, l'Iran d'aujourd'hui n'est qu'une coquille vide, une nation qui aurait pu être un leader régional, mais qui est devenue l'otage d'une petite élite brutale dans son propre pays. Il décrit une population qui se sent emprisonnée, écoutant ses dirigeants proclamer la victoire alors qu'elle lutte pour des besoins fondamentaux comme l'eau. Il soutient que la direction du régime iranien est plus faible que jamais, manquant de l'expérience, de l'autorité et des outils d'intimidation qu'elle possédait autrefois. Ashkenazi souligne l'isolement économique, l'effondrement des groupes affiliés à l'Iran, l'incapacité à reconstruire l'infrastructure militaire et la frustration croissante des Iraniens ordinaires. Il pense que le régime est blessé à tous les niveaux, militairement, économiquement, socialement, et que la véritable menace pour sa survie vient désormais de l'intérieur. Alors qu'il pensait que le régime s'effondrerait en 5 ans, il estime désormais que ce délai pourrait être bien plus court. Mais il y a aussi un autre point de vue, celui du Dr Doron Matzah. Il avertit que des victoires tactiques ne se traduisent pas automatiquement par un succès stratégique. Il établit un parallèle avec les conflits passés à Gaza, où Israël a obtenu des victoires tactiques évidentes au fil des années en ciblant des dirigeants par des bombardements et en dominant militairement lors de nombreux affrontements avec le Hamas. Pourtant, nous avons tout de même subi le désastre stratégique du 7 octobre. Son argument est que l'Iran, comme le Hamas auparavant, a appris à exploiter les vulnérabilités de l'Occident. Matzah met en avant 3 points clés. Premièrement, la guerre économique. L'Iran exploite la dépendance occidentale à la stabilité économique comme arme, créant des dilemmes qui freinent l'action américaine. Deuxièmement, un fossé culturel. Les sociétés occidentales privilégient le confort et la qualité de vie, tandis que la direction iranienne est prête à endurer des difficultés pour poursuivre des objectifs à long terme. Enfin, il évoque aussi l'hésitation des États-Unis. Même avec une rhétorique forte, Washington préfère les négociations et la pression navale à une action opérationnelle décisive. Le Dr Matzah soutient que donner la priorité aux victoires tactiques quantitatives, comme la destruction d'infrastructures, ne se traduit pas par une sécurité stratégique à long terme, créant souvent un faux sentiment de sécurité qui ignore les menaces qualitatives. Et il ajoute un avertissement sans détour. La pause actuelle, ce jeu d'attente, donne à l'Iran le temps de se regrouper, de se reconstruire et de préparer ses propres surprises. Cette approche, conclut-il, conduit à un échec stratégique lorsque les succès tactiques immédiats ne préviennent pas la pression économique ou ne prennent pas en compte la détermination à long terme et la capacité opérationnelle de l'ennemi. Ainsi comme nous le voyons, d'une part, Moshe Ashkenazi décrit un régime qui s'effondre de l'intérieur, isolé, affaibli et dont le temps est compté. Mais il y a aussi l'avis du Dr Matzah, qui avertit que l'Iran a une longue histoire d'encaisser les coups, de profiter de l'hésitation et d'utiliser le temps à son avantage. Deux analystes, deux lectures très différentes du même moment. Et nous sommes en plein milieu, dans l'étroit détroit entre eux, essayant de comprendre dans quelle direction le courant va nous entraîner. Mais au-dessus de tout cela, il y a le président des États-Unis, Donald Trump, un dirigeant qui ne suit pas les règles que le monde en est venu à attendre de l'Occident. Personne ne sait quel atout il a dans sa manche, ni où cela va nous mener. Il n'a qu'un seul objectif. Qu'est-ce qui sert le mieux les intérêts des États-Unis? Avant de poursuivre, je souhaite rapidement examiner les événements de cette semaine avec l'Iran, car ils apportent un contexte essentiel au dilemme mentionné. Mercredi, il a été annoncé que le cessez-le-feu pourrait durer 2 semaines de plus.
Malgré le démenti de la Maison-Blanche, le Pakistan s'efforce de prolonger le cessez-le-feu, bien que l'Iran maintienne ses positions. Les Iraniens ont initialement bloqué le détroit d'Ormuz comme mesure tactique destinée à exercer une pression économique sur les États-Unis. Donald Trump a surpassé cela avec un blocus américain total du détroit, transformant cela en une manœuvre stratégique qui affecte déjà la situation. Ces derniers jours, l'Iran a formulé de nouvelles revendications pour négocier. Des conditions considérées par la plupart comme irréalistes, y compris des exigences qui limiteraient considérablement les activités militaires américaines et régionales. Lors de la réunion du Conseil des Nations Unies cette semaine, l'Iran a exigé des réparations de la part des pays arabes, affirmant que ces derniers les avaient attaqués. Le ton de ces exigences nous amène à comprendre que Téhéran essaie d'afficher sa force malgré ses vulnérabilités actuelles, tout en jouant la victime. Où avons-nous déjà vu cela? Tout cela alors que malgré le cessez-le-feu, l'Iran a mené des attaques contre les États arabes du Golfe, violant les accords précédents. Ces actions sont des tentatives de l'Iran pour faire pression sur les gouvernements voisins et montrer sa capacité à perturber la stabilité régionale. L'Iran a également imposé de nouvelles restrictions au passage maritime dans le détroit d'Ormuz, créant de l'incertitude pour la navigation commerciale et suscitant des inquiétudes quant à la liberté de navigation dans l'une des voies navigables les plus cruciales au monde. Cette décision a ajouté une nouvelle couche de tension à une situation déjà volatile, et elle a poussé les États-Unis à agir et à prendre le contrôle de la zone. Au niveau diplomatique, des discussions ont eu lieu au Pakistan pour explorer des solutions de désescalade, mais les pourparlers de cessez-le-feu de cette semaine ont échoué. La délégation des États-Unis est partie, frustrée, et elle a cité l'inflexibilité de l'Iran ainsi que son refus de s'engager sérieusement sur les questions de sécurité essentielles. Rien de nouveau de ce côté-là. L'échec de la réunion a montré l'ampleur de l'écart entre les deux parties. Maintenant, ils reviennent pour un dernier effort ce week-end. Pris ensemble, ces développements dressent le portrait d'un régime qui affiche à la fois une attitude de défi, teste les limites et tente de façonner le récit. Même s'il fait face à des pressions internes et externes croissantes, tout cela renforce leur conviction que le temps joue en leur faveur et qu'ils contrôlent leur destin. Tandis que le monde avait les yeux rivés sur les négociations avec l'Iran et sur les événements sur place, la situation avec le Hezbollah au Liban a continué d'évoluer. La semaine dernière, Israël a accentué ses frappes contre les bastions du Hezbollah, visant centres de commandement, infrastructures de roquettes et centres logistiques. Parallèlement, les opérations terrestres et aériennes israéliennes ont continué à repousser le Hezbollah au nord du fleuve Litani et à créer ce que les responsables israéliens décrivent comme une zone tampon fonctionnelle pour réduire la menace envers les communautés du nord d'Israël. L'Iran a encore compliqué la situation. Pour entamer des négociations de cessez-le-feu, Téhéran exige qu'Israël cesse ses opérations au Liban, reliant ainsi le front du Hezbollah aux discussions régionales. Ce n'est rien de plus qu'une tentative de protéger le Hezbollah de nouvelles pertes et de réaffirmer l'influence iranienne sur le cadre des négociations. Israël a accepté de participer à des pourparlers de paix, pas à des pourparlers de cessez-le-feu. Il s'agit d'une distinction majeure dans les discussions avec le gouvernement libanais à Washington, D.C. Au premier tour cette semaine, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yael Leiter, était très optimiste. Il a parlé d'une volonté d'explorer les voies diplomatiques et a déclaré, je cite, que le gouvernement libanais a clairement indiqué qu'il ne sera plus occupé par le Hezbollah et que l'Iran a été affaibli. Le Hezbollah est considérablement affaibli. Leiter a ajouté que c'est une opportunité. Eh bien, nous verrons. Hamas, quant à lui, a de nouveau annoncé qu'il ne se désarmerait pas. La démilitarisation du groupe terroriste figurait dans l'accord de cessez-le-feu d'octobre, mais Hamas a plusieurs fois affirmé qu'il ne céderait pas ses armes. Le délai fixé par le Conseil de la paix nommé par Trump pour que Hamas accepte la proposition de désarmement a expiré. La date limite imposée au groupe terroriste d'accepter le plan avant la fin de la semaine dernière. Et comment réagissent l'ONU et les gouvernements européens à cela? Par des critiques accrues envers Israël. Plusieurs États de l'Union européenne ont exhorté Israël à réduire ses opérations, avertissant d'un risque de déstabilisation régionale et de préoccupation humanitaire. L'Italie a même déclaré un arrêt de la coopération militaire avec Israël. Comment allons-nous survivre à ça? La pression a culminé quand la France a proposé de servir de médiateur entre Israël et le Liban, offre qu'Israël a rejetée, évoquant des doutes sur la neutralité et l'efficacité. Et puis il y a la Turquie.
Le parquet d'Istanbul a déposé ce week-end un acte d'accusation volumineux contre 35 hauts responsables israéliens dirigés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou en lien avec la saisie par la marine israélienne de la flottille Samud à destination de Gaza en octobre dernier. Les procureurs en Turquie réclament des peines sévères, y compris la réclusion à perpétuité, ainsi que de longues peines allant de plus de 1100 à plus de 4500 ans pour les dirigeants israéliens. Les responsables turcs ont également fortement durci leur rhétorique et ont lancé de sévères avertissements contre les actions d'Israël au Liban, les qualifiant d'inacceptables et menaçant de recourir à la force, voire d'envahir Israël si nos opérations se poursuivent. Ces déclarations ont ajouté une nouvelle couche de tensions diplomatiques à un paysage régional déjà très chargé. Pris dans leur ensemble, nous pouvons constater cela. Alors que l'Iran manœuvre sur les plans diplomatiques et militaires, le front nord est devenu un point focal de pression internationale, de postures régionales et d'intérêts concurrents, tous convergeant vers la confrontation d'Israël avec le Hezbollah. C'est assez ridicule quand on pense à ces acteurs qui essaient de s'immiscer dans le processus et à ce à quoi ressemble réellement leur bilan. Commençons par le Pakistan qui s'est positionné comme médiateur. C'est une république islamique nucléaire en conflit depuis des décennies avec l'Inde, allié proche d'Israël et des États-Unis. Le Pakistan est un pays qui a commis un génocide contre le peuple bengali, ce qui ne semble préoccuper aucune ONG internationale. Ils ont hébergé Oussama Ben Laden, ce qui ne semblait déranger personne, et ils peinent à gérer leurs propres crises internes. Et pourtant, c'est cet État qui tente de servir de médiateur dans l'un des conflits les plus sensibles du Moyen-Orient. Puis la Turquie, un pays qui occupe le nord de Chypre. Elle contrôle les régions kurdes par la force et elle persiste à nier le génocide arménien qu'elle a commis. Et maintenant, ils font la leçon à Israël sur la moralité et menacent de nous envahir. C'est un gouvernement qui impose l'islamisation chez lui tout en parlant des droits de l'homme à l'étranger. L'hypocrisie est tout simplement incroyable. Et enfin, la France. Le président Macron s'est à plusieurs reprises heurté à Israël et même aux États-Unis, et pourtant maintenant il exige un rôle central au Liban. Mais un dirigeant qui impose des embargos sur les armes, bloque les vols de ravitaillement militaire et condamne systématiquement les opérations israéliennes ne peut pas s'attendre à être accueilli comme un médiateur neutre. Il y a quelques semaines, la France a interdit aux avions militaires américains transportant du matériel vers Israël de survoler son territoire. Ce n'est pas l'attitude d'un pays se disant médiateur impartial. Et le bilan de la France au Liban parle de lui-même. Sous la surveillance des forces françaises de la FINUL, l'arsenal du Hezbollah est passé de 15 000 roquettes après la deuxième guerre du Liban à des centaines de milliers aujourd'hui, y compris des drones et des systèmes de défense aérienne, une augmentation décuplée sous les yeux même de la force qui demande aujourd'hui à diriger les négociations. Le commentateur israélien Amir Whitman a eu une analyse intéressante de la situation avec la France. Whitman souligne que lors de l'opération militaire israélienne au Liban, plus de 250 terroristes du Hezbollah ont été éliminés. Presque aucun civil non impliqué n'a été touché, et le pourcentage de membres du Hezbollah parmi les victimes dépassait largement les 80%. Selon tous les critères opérationnels, c'était un succès extraordinaire dans la limitation des pertes civiles. Pourtant, de nombreux médias européens l'ont présenté comme si Israël avait attaqué des innocents. Le président français, écrit-il, a répété cela bien qu'il connaisse les faits. Whitman a soutenu que ce n'était pas une erreur, c'était une déformation délibérée, répétée dans les grands médias européens. La France avait une mission, instaurer la confiance. Au lieu de cela, elle a bloqué les livraisons d'armes le matin, déformé les actions israéliennes l'après-midi, puis demandé à jouer les médiateurs le soir. Certains diraient, pas moi bien sûr, que c'est un parfait exemple du syndrome du conjoint abusé. Cela me ramène à ce que j'ai dit au début. La question profonde qui relie tout ce dont nous avons parlé. Manœuvre de l'Iran, escalade du Hezbollah, hypocrisie diplomatique du Pakistan, Turquie et France, pression européenne. Derrière tout cela se cache une vérité fondamentale sur l'Occident aujourd'hui, quelque chose que j'ai déjà souligné auparavant. Israël se bat comme une nation blessée au plus profond d'elle-même, une nation qui a vu des parents et des nourrissons assassinés, des femmes agressées, des familles brisées. Et en réponse, Israël est devenu une nation de lions.
Une nation qui fait trembler ses ennemis, qui a soif d'une victoire décisive, qui comprend la clarté morale, non pas comme un slogan, mais comme une réalité vécue. Une nation dont les ennemis vivent avec un sablier au-dessus de leur tête, car chaque jour ordinaire en Israël devient un nouveau chapitre d'une histoire de guerre écrite en temps réel. Et quelle est l'essence de cette force? C'est notre volonté de laisser derrière nous toute une vie, nos familles, notre travail, le confort, d'enfiler un uniforme, de prendre une arme et d'être prêt à tout sacrifier. C'est la capacité d'appeler l'ennemi par son nom, de revenir aux concepts fondamentaux de défense, de victoire, de tenir la position, de protéger la patrie. C'est la capacité de continuer même lorsque les jours deviennent des semaines, les semaines des mois et les mois des années. Quand les enfants grandissent sans leur père à la maison et que les entreprises s'effondrent car leurs propriétaires sont mobilisés. Et pourtant, nous continuons d'avancer jusqu'à ce que la mission soit accomplie. C'est quelque chose que l'Occident ne comprend plus, car aujourd'hui, aucun pays occidental n'est prêt à fournir autant d'efforts, à faire ces sacrifices ou à supporter les coûts qu'exige une véritable guerre. Le conflit actuel avec l'Iran l'a rendu évident. Des décennies d'individualisme ont créé une génération à travers l'Occident qui ne peut pas ou ne veut pas servir, combattre ou défendre ses propres nations. Beaucoup ont oublié à quoi ressemble la guerre et que le monde n'est pas aussi sûr et stable qu'ils le pensaient en grandissant. Observez la jeunesse en Europe, en Espagne, France, Allemagne, Italie, la Grande-Bretagne d'autrefois, Australie et Canada. Est-ce que quelqu'un peut vraiment les imaginer risquer leur vie en uniforme, manœuvrer des chars, s'entraîner au combat urbain, courir vers des abris sous des tirs de missiles? L'écart est évident. En Occident, où la vie est confortable, la guerre relève du passé et n'existe plus que dans les livres d'histoire, pas dans la réalité. Même en Amérique, avec la plus puissante armée de volontaires au monde, le président doit constamment livrer des batailles politiques avec les médias, l'opinion publique, et simplement pour justifier l'opération en Iran. L'Occident fait la guerre avec humanité, pas dans une logique de guerre totale. Voilà pourquoi les victoires prennent 10 fois plus de temps. C'est pourquoi il y a des cessez-le-feu, des pauses, des couloirs humanitaires. L'Occident ne supporte pas la vérité. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il ne s'agit pas seulement du Liban. Il ne s'agit même pas seulement d'Israël. Il s'agit de l'Occident. Et l'Occident, malgré toute sa puissance, toute sa richesse, toutes ses institutions, il a du mal, d'une certaine manière, à se défendre lui-même. Un Occident qui hésite face à l'agression, qui remet en question ses alliés, qui fait la leçon aux autres sur la morale tout en donnant du pouvoir à des dictatures ratées et misérables qui cherchent ouvertement à le saper. Le paradoxe est incroyable. Les nations mêmes qui hésitent à se défendre sont les premières à condamner ceux qui le font. Beaucoup, dans ces pays occidentaux, cherchent des causes sociales pour donner un sens à leur vie vide et afficher leurs vertus. Le temps n'est pas aussi mauvais qu'on nous l'avait annoncé, alors les dictateurs mous de la justice sociale se concentrent sur Israël. Rien n'illustre mieux cette contradiction que ce que nous voyons en ce moment avec une nouvelle flottille en route vers Gaza. Une flottille composée d'activistes venant de pays qui refusent d'affronter leurs propres menaces, qui reculent devant l'idée de la guerre, qui évitent d'assumer la responsabilité de leur propre sécurité. Pourtant, ils trouvent d'une manière ou d'une autre une énergie sans fin pour s'opposer à Israël, pour condamner Israël et pour se ranger sciemment et avec empressement aux côtés d'organisations qui manipulent, trompent et instrumentalisent le langage humanitaire à leurs propres fins. 39 bateaux transportant plus de 300 personnes ont quitté Barcelone, d'autres navires et participants rejoignant le convoi dans les ports en chemin. Les organisateurs affirment que la flottille devrait atteindre plus de 80 bateaux et environ 1000 participants. La flottille globale Sumud réunit des militants, des travailleurs humanitaires et des soutiens internationaux qui affirment que leur objectif n'est pas de livrer directement de l'aide, mais de contester les restrictions qui, selon eux, ont empêché les organisations humanitaires d'opérer à Gaza. Et il est, après tout, compréhensible qu'ils se lancent dans cette initiative quand on voit les conditions auxquelles les Gazaouis sont confrontés. La faim, comme vous le voyez ici dans cette vidéo, et les horreurs partagées sur les sites, ainsi que la charge qui pèse sur le personnel médical. La situation est si grave qu'ils inventent des événements. Tout cela est disponible sur les réseaux sociaux. Les Arabes ne le cachent pas,
Mais les soi-disant défenseurs de la justice sociale diffusent toujours ce mensonge. La flottille en route et l'attention portée sur Gaza et la misère tout en niant la réalité de leur vie là-bas, c'est le mensonge quotidien construit sur le mensonge historique. Je ne nie pas que certaines zones de Gaza ont été détruites. Il y en avait. C'était une conséquence nécessaire de cette guerre. Israël devait démanteler l'infrastructure militaire du Hamas qui avait été construite pendant 20 ans, une infrastructure volontairement intégrée dans des quartiers civils, écoles, hôpitaux et immeubles résidentiels. Dans presque chaque maison, un accès au tunnel, dans les chambres d'enfants, des caches d'armes. Sans compter les exemplaires de Mein Kampf trouvés dans ces maisons. Israël s'est assuré que les civils soient déplacés vers d'autres zones pour leur sécurité. C'est la réalité sur le terrain, mais les militants de la flottille n'en parlent jamais. Le Hamas est déjà en train de reconstruire son infrastructure terroriste dans ces mêmes zones où leurs civils ont été déplacés. On pourrait croire que si ces militants se souciaient des habitants de Gaza, ils les préviendraient. Plutôt que de défendre un faux génocide, ils devraient se préoccuper de ces personnes. Les avertir de ce qui se passe lorsque le Hamas s'installe parmi les civils. Les avertir ou même leur rappeler comment ce cycle se termine à chaque fois. Mais non, au lieu de faire quelque chose qui pourrait réellement sauver des vies, ils préfèrent faire de la posture morale depuis le pont d'un navire. Parce que rien de fondamental n'a changé, ce conflit avec les Arabes n'a jamais été une question d'occupation. Il n'a jamais été question de frontières ni de terres. Il a toujours été question de quelque chose de plus profond. Le rejet absolu par l'islam de tout peuple qui refuse de se soumettre à eux. Tout le concept de l'islam est la conquête et la subjugation des non-croyants, les koufars. Et ainsi, historiquement, ils ont opprimé chaque minorité et chaque communauté non islamique dans les territoires qu'ils ont conquis en dehors de la péninsule arabique. L'existence d'Israël, et plus encore, la capacité d'Israël à se défendre, remettent en question cette vision du monde. Elle la contredit, elle la réfute. Ainsi, un récit a été élaboré, un récit présenté de manière à séduire les publics occidentaux qui ne comprennent plus la guerre, le sacrifice ou le prix à payer pour défendre une nation. Et ce récit est maintenant utilisé pour les manipuler. Ainsi, la flottille symbolise non une préoccupation humanitaire, mais une confusion occidentale plus profonde. Un Occident qui rechigne à se défendre lui-même, mais qui condamne avec empressement ceux qui se défendent. Un Occident qui fuit les vraies menaces, mais adopte rapidement des récits adaptés à ses fantasmes moraux. Et l'Occident refuse toujours de comprendre. Au cours des 30 derniers mois, la question de Gaza est devenue une porte d'entrée, une excuse pour des hordes de groupes de migrants musulmans dans les villes occidentales de manifester dans vos rues. Ce qui avait commencé comme des manifestations pour Gaza dans les rues des villes occidentales s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus large, des rassemblements centrés sur l'identité islamique, des appels à une nation islamique unifiée et des incitations ouvertes à la révolte. La guerre ici prendra fin, mais la mobilisation créée par ces mouvements dans les capitales occidentales, elle, ne disparaîtra pas si facilement. Et la question que l'Occident doit se poser est simple. À votre avis, contre qui cette énergie sera-t-elle dirigée ensuite? Oui, les Juifs restent toujours la première cible comme l'a souvent montré l'histoire. Mais ce n'est jamais le but final. C'est le premier acte. Et la véritable confrontation est toujours avec la société au sens large, avec tous ceux qui ne partagent pas leur idéologie, leur vision du monde ou leur cadre religieux. Ils débutent avec le peuple du samedi, puis passeront à ce qu'ils nomment le peuple du dimanche. Et cela signifie que la prochaine cible, c'est le non-croyant, celui qui n'est pas des leurs, l'occidental laïque, qui suppose que le pluralisme et la tolérance sont des valeurs universelles. Ce n'est pas le cas. Et l'Occident va bientôt l'apprendre à ses dépens. Durant des siècles, les ambitions expansionnistes de l'islam en Europe ont été freinées par la force et les armées. Mais sachant que leur désir de conquête militaire de l'Europe n'est pas possible, une stratégie différente a émergé, démographique, culturelle et idéologique. L'Occident leur a ouvert la voie, la migration est devenue la nouvelle ligne de front. Et la croyance en une conquête religieuse n'a jamais disparu, elle s'est juste adaptée. Ce que nous voyons maintenant est le résultat d'un long processus, un mouvement islamique mobilisé, confiant et énergique au sein des sociétés occidentales. Un mouvement qui exploite les libertés occidentales pour promouvoir des objectifs contraires à ses valeurs. Et l'Occident ne le voit pas encore. Ou pire, il le voit mais choisit de détourner le regard.
Parce que, regardez, les Juifs. Cette semaine, nous avons commémoré la journée du souvenir de l'Holocauste. Chaque année, cela nous force à affronter une vérité douloureuse. Il y a toujours ceux, même parmi nous, qui oublient. Ceux qui ignorent les leçons écrites dans notre histoire sanglante. Ceux qui croient encore que le monde applique aux Juifs les mêmes règles qu'à tout le monde. On nous rappelle chaque jour que ce n'est pas le cas. Nous avons maintenant sur nos téléphones, nos tablettes, nos écrans d'ordinateur, des exemples quotidiens des faussetés, des mensonges, des calomnies, des exagérations répandues à notre sujet et du plaisir que des générations ont pris dans notre dégradation. On ne se soucie guère des faibles et des persécutés. Alors que le monde lève rarement le petit doigt pour les opprimés, il trouve pourtant toujours une énergie sans fin lorsqu'il s'agit de condamner les Juifs. Il trouve de nouvelles façons de nous persécuter. Et ne me dites pas qu'ils soutiennent les Gazaouis, les Arabes qui se disent palestiniens par souci pour les masses opprimées. Ce ne sont pas des minorités persécutées et opprimées. Ils font partie d'un monde arabe et islamique fort d'1 milliard de personnes, réparties sur des millions de kilomètres, soutenus par d'énormes ressources financières et amplifiés par des médias financés par ces mêmes intérêts. Ils servent désormais d'outils à des forces visant à affaiblir l'Occident et déstabiliser les États-Unis de l'intérieur. Et Israël se dresse sur leur chemin, un Israël fort, déterminé et capable, qui ne correspond pas à l'image et au récit véhiculé depuis plus de 2000 ans. Ils ont tout essayé pour démanteler notre capacité à nous défendre. Ils ont manipulé le droit international et lancé des campagnes de diffamation soutenues par des médias biaisés. Ils érigent la diffamation, en fait, la justifiant via ONG et instances internationales. Cela est désormais aggravé par une résurgence de l'antique hostilité théologique chrétienne envers les Juifs, qui se propage aujourd'hui rapidement via les réseaux sociaux. Pour ces critiques, la simple existence d'un retour juif constitue une contradiction avec leurs croyances religieuses, les poussant à rejeter totalement la légitimité de l'État d'Israël. Ainsi, la plus ancienne haine du monde refait surface, reconditionnée, réutilisée et déployée une fois de plus pour inciter, mobiliser et enflammer. Parce qu'il y a encore ceux qui ne peuvent pas accepter que le peuple juif n'est plus sans défense, n'est plus apatride, n'est plus à la merci des autres. Ils sont venus pour nous le 7 octobre. Ils ont célébré ce qu'ils pensaient être notre chute. C'était le plan. Mais cette fois, les Juifs pouvaient se défendre eux-mêmes. Cette fois, nous attaquer avait un prix. Après le retrait d'Israël du Liban en l'an 2000, une autre de ses concessions territoriales faites dans l'espoir d'atteindre la paix, le chef du Hezbollah de l'époque, Hassan Nasrallah, s'est tenu dans un stade à Bin Shebael et a déclaré qu'Israël n'était rien de plus que des toiles d'araignée faibles et prêtes à s'effondrer. Son organisation a participé à l'assaut du 7 octobre. Ce Nasrallah au discours dur a été tué en septembre 2024 par l'armée de l'air de ces mêmes toiles d'araignée. Et le stade où il a prononcé ce discours est aujourd'hui en ruine. Voilà ce qui arrive à ceux pensant encore que les Juifs sont ce peuple faible et sans défense qu'ils ont autrefois persécuté. Parce que nous sommes chez nous maintenant. Oui, dans la terre qui nous a été promise il y a 3000 ans. Oui, avec une économie et une force et des capacités inimaginables. Et oui, avec une influence régionale et maintenant mondiale. Avec la capacité et la volonté d'éliminer toute menace qui se dresse contre nous, non pas par vengeance, mais parce que nous savons exactement ce qui nous arrivera si nous ne le faisons pas. Alors oui, habituez-vous à cela. Faites-vous une raison, ensuite respirez un bon coup et ouvrez le livre. Pas seulement pour le lire, mais pour écouter. Être choisi n'a jamais été censé être facile. Cela n'a jamais été censé être confortable. C'était censé porter un message, le message de Dieu dans le monde. Un message de justice, un message de moralité, de dignité humaine. Un message que nous avons porté pendant des générations, souvent à un prix insupportable. Nous avons continué car nous avions compris. Les chrétiens attachés aux Écritures ressentent souvent une profonde proximité avec le peuple juif. Ils adorent le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils honorent sa parole tout comme nous. Et beaucoup d'entre eux croient avec conviction que soutenir Israël et le peuple juif en temps de danger est bien plus qu'une simple position politique. C'est une responsabilité spirituelle. Dans des moments comme ceux-ci, ce lien devient visible, réel et profondément significatif. Comme je l'ai dit, tout ce que nous avons à faire,
c'est écouter, comprendre et croire. Et cette croyance, cette foi silencieuse, obstinée, inébranlable, c'est ce qui a permis à notre peuple de traverser presque une éternité. Pas les victoires sur ceux qui cherchaient à nous détruire, mais la force intérieure qui refusait de mourir. Quand vous écoutez les survivants de la Shoah raconter leurs histoires, vous remarquez quelque chose de très intéressant. Leur attention ne se porte pas sur le mal qui leur a été fait, elle se concentre sur leur propre ténacité, leur refus de laisser le mal les anéantir. Ils se consacrent à leur famille, enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ceux qui, 3 générations plus tard, remplissent leur maison de vie et de rire. Ils sont fiers de leur nombre. Non, pas celui que les nazis ont gravé sur leurs bras, mais celui qui brille dans leur cœur à chaque nouvelle branche de l'arbre généalogique. Et ils prospèrent sur une terre qui, il y a moins d'un siècle, n'était qu'un rêve. Et même aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, il y a encore ceux qui nient notre lien avec notre foi, notre histoire et notre terre. Ils disent que nous ne descendons pas de ceux présents au Sinaï, ni les héritiers de ceux qui ont foulé cette terre, ni le peuple dont le nom est inscrit dans chaque pierre de cette terre. Les mêmes voix qui nous ont persécutés parce que nous étions juifs insistent de maintenant pour dire que nous ne sommes pas juifs du tout. Ceux qui nous ont traqués pour notre identité la nient maintenant que nous nous relevons. Et d'une certaine manière, ils ont absolument raison. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Nous ne sommes pas ces Juifs dont ils se souviennent. Nous ne sommes pas le peuple dispersé, impuissant, sans état auquel ils étaient habitués à tourmenter. Nous sommes le peuple juif tel que nous étions lorsque nous prospérions sur notre terre natale, enracinés, confiants, forts, créatifs et unis. Nous ne sommes pas juste rentrés, mais revenus à nous-mêmes. Ainsi, les accusations qu'ils nous lancent ne sont rien de plus que des murmures dans le vent, des échos d'un monde qui n'existe plus, des sons vides d'une époque révolue. Parce que nous sommes ici, nous sommes entiers et nous sommes chez nous. Et cette semaine, nous allons célébrer cela et saluer 78 ans d'indépendance. 78 ans du retour miraculeux sur notre terre ancestrale, un événement sans égal dans l'histoire de l'humanité, rendu possible uniquement parce que nous avons toujours cru et que nous croirons toujours. Am Israel High. Je suis Daniel Seaman. Merci et retrouvez-moi à nouveau ici dans Straight Up depuis les studios TV de JNS à Jérusalem, en Israël.